Bonjour à vous toutes et tous. Merci d'être là si nombreux. Merci à tous nos chercheurs qui sont venus de loin pour être là, nous éclairer, nous apprendre des choses, répondre à des questions que nous nous posons et enfin pour nous permettre d'entendre des voix d'experts et pas des pseudo-experts qui occupent nos écrans un peu trop. Écoutez, je ne vais pas faire des grands discours. Je suis contente que M. Jean-Paul Chagnolot, avec qui nous avons organisé ce colloque, soit là. Il va animer la table ronde qui suivra. Ce matin, j'ai parlé en son nom parce qu'il était pris, mais enfin peut-être il aura quelques mots à vous dire lorsqu'il prendra ma relève. Alors, sans trop tarder, je vais essayer de présenter les personnes qui vont parler à cette table ronde intitulée « Daesh, nouvelle donne au Moyen-Orient ». François Burgat, qui est à ma gauche, politologue, directeur de recherche à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman, donc l'IREMAM, si je ne me trompe pas. Oui, à Aix-en-Provence. Il a consacré l'essentiel de ses travaux à l'étude des dynamiques politiques et des courants islamistes dans le monde arabe. Il est aujourd'hui membre de l'European Council on Foreign Relations. Monsieur Bayram Balcı, à ma droite, sans être de droite, mais à ma droite. On ne sait jamais. Voilà. Alors, chercheur en sciences politiques et civilisation arabo-islamique au CERI à Sciences Po. Il a dirigé entre 2006 et 2010 l'Institut français d'études sur l'Asie centrale à Tachkent, l'IFEAC. Et de 2012 à 2014, il a été chercheur à la Carnegie Endowment for International Peace à Washington. Et M. Laurent Bonnefoy, qui est là, chargé de recherche au CNRS, vous êtes localisé au CERI, n'est-ce pas? Porteur adjoint du projet du Conseil européen de la recherche, ERC, When Authoritarianism Falls in the Arab World, 2013-2017, spécialiste de l'islamisme dans la péninsule ibérique. Thierry... Ah là, j'ai fait le grand... C'est pour voir si vous suiviez. Ah, bon, je vous dirai plus tard, hein, à l'oreille. À l'oreille. Je vous dirai à l'oreille. Voilà. Je suis d'origine, hélas. Voilà. De la péninsule arabique, excusez-moi. Monsieur Thierry Coville, qui est chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran. Il est professeur à Novensia, où il enseigne la macroéconomie, l'économie internationale et le risque pays. Monsieur Didier Leroy, qui est tout à fait à ma gauche, il est chercheur à l'école militaire de Belgique et assistant à l'Université libre de Bruxelles, à l'ULB, et spécialiste des questions liées au Liban et au Hezbollah. Alors, écoutez, si je puis me permettre, c'est vrai, vous allez dire que je suis autoritaire, mais c'est un euphémisme. Hein? Toutes les femmes le sont. Bon, je vais vous demander de ne pas dépasser les 10 minutes et à la rigueur 12-13 minutes. Nous avons des impératifs pour quitter cette salle et de terminer à 17h30 parce que et notre vidéaste et moi-même, nous devons partir parce qu'aujourd'hui, c'est les vœux du préfet de ma région et je dois partir. Bon, enfin, je dois être là-bas à 6h, mais je partirai un peu plus tard, sauf vraiment, ce matin, on a bien tenu les délais et on a pu discuter avec la salle. Alors, je donne la parole, comme il est indiqué dans cette brochure. Nous commençons par François Burgat sur l'expansion territoriale de l'État islamique en Syrie et en Irak. Merci.
Madame la Présidente, Madame la Sénatrice, chère Esther Benbassa, Mesdames, Messieurs, chers collègues, pour répondre, chère Esther Benbassa, à votre demande, à votre initiative, que je salue et dont je vous remercie, je vais me permettre une petite exégèse du titre qui m'a été assigné. Je ne prends pas un raccourci facile parce qu'au lieu de traiter stricto sensu d'un sujet qui a été largement abordé ce matin, c'est l'expansion territoriale, l'assise territoriale de Daesh ou de l'État islamique, car je souscris à la remarque subtile et bienvenue de Hamid Bouzarslan, je vais sortir de la logique de l'expansion territoriale et je vais m'auto-punir en m'infligeant un sujet beaucoup plus ambitieux du genre de quoi Daesh ou de quoi l'État islamique est-il le nom en Irak, en Syrie, et puis malgré les 5 minutes qui viennent de nous être enlevées, éventuellement un petit peu dans le reste du monde. Je vais quand même rester quelques instants sur le terrain de l'assise territoriale de ce phénomène en répondant que, oui, la capacité de Daesh à gagner une expression quasi-étatique, elle est le produit de ressources propres qui sont de nature politique, qu'elle a converties en nature militaire. Mais je voudrais ouvrir une petite parenthèse, il n'y a pas que ça. Il y a un jeu un petit peu plus complexe. La capacité de Daesh d'occuper de l'espace n'est pas que proportionnelle à son pouvoir politique et militaire. Et il faut regarder du côté du jeu subtil de certains des acteurs dont on a des raisons de penser que ça ne leur déplaisait pas toujours et tout le temps que Daesh occupe beaucoup d'espace. Donc je prendrai un seul exemple, mais c'est pour fixer une catégorie. Redisons très brièvement qu'il y a 4, ça nous a été dit ce matin, il y a 4 catégories d'acteurs dans le conflit syrien actuellement. Il y en a 2 qui jouent dans la même catégorie. Ils ont un logiciel, en théorie, ça ne veut pas dire qu'ils le respectent, ils ont un logiciel nationaliste et républicain. C'est le régime et la majorité de ses opposants non djihadistes. Mais il y a 2 autres acteurs qui jouent sur la base d'une appartenance ethnique ou confessionnelle. Il y a les gentils sur la base ethnique, ce sont les Kurdes, il y a les méchants sur la base confessionnelle et sectaire et radicale, c'est Daesh. Eh bien, il y a un jeu subtil entre le régime et les autres acteurs. Le vrai ennemi du régime, c'est l'opposition crédible, celle qui est acceptable par l'environnement international, et celle qui est bien pratique, c'est celle qui est infréquentable. Et je ne prendrai qu'un seul exemple. La facilité avec laquelle Daesh s'installe sur le site de Palmyre est suspecte, parce que l'armée syrienne ne s'est pas battue pour Palmyre. Et donc, on peut imaginer que la superficie occupée par Daesh est parfois le jeu complexe de la stratégie du régime qui a besoin de cet épouvantail. D'accord ? Donc, on met ça, c'est une petite nuance. Mais disons, revenons à la vraie question de quoi l'État islamique était le nom, c'est-à-dire quelles sont les ressources qui ont fait que la porte de sortie radicale, pourquoi il y a eu une montée aux extrêmes dans ces conflits. Il y a eu, je dis parfois, le printemps arabe, il y avait 2 portes de sortie. Il y avait la porte de sortie à la tunisienne, par les transactions politiques au centre de l'arène des appartenances. Et puis il y a eu la montée aux extrêmes. Il y a 2 catégories de montée aux extrêmes. Il y a Daesh, mais il y en a aussi une autre. Si, c'est pour moi une montée aux extrêmes. On revient bien à une logique. Lorsque le système politique ne produit pas la quantité nécessaire de mécanismes de représentation politique, ça produit 2 choses. Ça produit une exigence autoritariste de la part du régime et ça produit le radicalisme dans l'opposition. Donc on est dans une configuration dans laquelle il faut toujours garder les 2 extrêmes du spectre politique. Donc, qu'est-ce qui explique qu'on soit monté aux extrêmes et quelle est la spécificité de la séquence irakienne, quelle est la spécificité de la séquence syrienne? J'estime qu'on a presque tout dit sur la séquence irakienne, beaucoup aussi sur la séquence syrienne, mais je serai un petit peu plus disert compte tenu du pays où j'habitais et de celui que je visitais très fugitivement sous la tutelle de Hushem, qui était le pays voisin. Je dirais ce qui est arrivé de grave au monde depuis quelques années, c'est que les extrémistes, vous savez, les extrémistes, ce sont des gens qui jouent aux extrêmes. Ils sont à la périphérie des sociétés et des systèmes politiques. Eh bien, les extrémistes ne sont plus aux extrêmes. Les extrémistes, les loups sont entrés dans Paris. Les extrémistes sont entrés en interaction active avec des segments significatifs des sociétés politiques de cette région du monde. Est-ce que c'est propre à l'Irak? Non. L'Irak a un rôle fondateur et pionnier, mais ce n'est pas propre à l'Irak. Ça s'est passé évidemment en Syrie, avec une séquence historique différente, mais ça s'est passé au Yémen,
Hein, on voit de plus en plus de gens, peut-être Laurent nous le dira tout à l'heure, qui se disent « Ben oui, moi, mon agenda, c'est pas exactement celui d'Al-Qaïda, ni celui de Daesh. Mais si les mecs au pouvoir à Sanaa, je les perçois comme étant des chiites, s'ils mettent mon existence, si je ressens un danger existentiel, eh ben, je vais confier, c'est le moindre mal. » Mais au Mali, vous pouvez retrouver des déclarations de Ansar ad-Din où le monsieur il dit « On a essayé tout, il n'y a rien qui a marché. Eh bien, on s'est vendu aux djihadistes. Hein. » Donc, le cœur de ma problématique, et si je suis pris par le temps, on peut s'arrêter parce que j'aurais dit l'essentiel, et c'est d'une infinie banalité. La montée des radicaux en visibilité est proportionnelle à l'échec des mécanismes de la représentation politique. Et cette recette simple, facile et de bon sens, vous pouvez la transporter de l'Irak à la Syrie, mais vous pouvez l'amener ici en France. Il y aura toujours un échec des mécanismes de représentation politique qui va fabriquer des gens qui, à un moment, vont estimer qu'il n'y a pas d'autre possibilités réalistes pour changer le cours des choses à leur avantage ou pour rétablir leurs avantages que d'employer des procédés extrêmes. Et ça, j'ai le sentiment de radoter comme jamais. En 1995, si vous googlez, vous trouverez la recette du poseur de bombes. La machine à fabriquer des poseurs de bombes. Quand il y a une bombe, on doit arrêter le poseur de bombes, mais on doit réfléchir sur le mécanisme qui fabrique des individus qui ne connaissent plus d'autres modes d'action politique crédibles que le radicalisme. Alors, ce qui s'est passé dans le monde, ce sont des échecs massifs au Mali, au Yémen, en Libye, dans des circonstances différentes, qui ont fait que des catégories qui ne sont plus marginales, qui ne sont plus périphériques, qui ne sont plus extrêmes du corps politique, donnent leur destin à des forces extrêmement radicales. Dans la séquence irakienne, on connaît le processus, et il nous a été redit. Quand Daesh entre dans Mossoul, ce n'est pas un groupuscule qui prend le contrôle, c'est toute l'armée de l'État irakien qui s'écroule. Et on le sait, des signes d'empathie et de synergie entre la population et Daesh. Ils sont accueillis quasiment en libérateurs. Bon, donc un dysfonctionnement. Alors évidemment, il faut remonter. Moi, je suis heureux, chers collègues, que vous ayez rappelé que ça ne commence pas en Irak en 90, mais en Iran en 53. Il faut remonter à cette longue séquence extrêmement significative des interventions étrangères dans la région qui a tout le temps perturbé la mise en place de mécanismes de représentation fonctionnelle parce que si les populations exprimaient vraiment ce qu'elles avaient envie de dire, ça entrait en tension avec nos intérêts économiques. Bon. En Syrie, c'est un petit peu plus complexe et c'est peut-être là que je vais user mes dernières... Non, quand même 7 minutes, je ne suis pas perdu. En Syrie, on l'a dit... Tout à l'heure, si je survis, je vais aller dans la maison concurrente à côté de l'Assemblée nationale, expliquer pourquoi je déteste que l'on... Concurrente, c'est de l'ordre de la boutade. Pourquoi je n'aime pas qu'on entre dans la réalité de la radicalisation qui fabrique Daesh par la porte de l'islamologie. J'ai eu l'occasion de le dire récemment à l'IREMO. On fait un espèce de contresens méthodologique très très grave. Si on commence à s'interroger, à dire « bah ouais, ils n'ont pas bien compris l'islam, ou alors nos imams sont trop radicaux », on peut discuter comme ça pendant des heures. La discussion n'est pas totalement impertinente, mais elle nous fait passer à côté de quelque chose d'essentiel. Si vous raisonnez à l'intérieur de la culture de l'autre, vous concentrez votre attention sur l'autre. Vous ne cherchez la responsabilité que chez l'autre. Et donc, vous exonérez de toute responsabilité ceux qui sont quand même partie prenante au dysfonctionnement politique qui fabrique du radicalisme, c'est-à-dire les non-musulmans. Eh bien, de la même façon que je dis, si vous voulez comprendre ce qui se passe chez les musulmans, il faut comprendre quand même l'attitude des non-musulmans à leur égard. Et donc, s'il vous plaît, arrêtez de me fatiguer avec l'imam radical. Ou alors, je veux bien faire des séminaires de déradicalisation, mais je ne veux pas que des musulmans dans la salle. On y est tous ensemble. On a tous quelque chose à voir sur les insuffisances de nos comportements politiques qui ont fabriqué de la radicalisation. Eh bien, quand on parle de la crise syrienne, j'emploie la même métaphore, je dis on ne peut pas chercher la responsabilité dans le rapport de force interne à la société syrienne. Parce que la crise n'est plus syrienne. Depuis fin 2012, elle n'est plus syrienne. Depuis 2012, elle n'est plus syrienne. La crise s'est massivement internationalisée, on nous l'a dit, il faut le redire. Maintenant, le destin de la crise syrienne, c'est dans les appétits contradictoires, les peurs respectives d'un État comme l'Iran, les besoins de vengeance de la Russie, notre capacité infinie à faire... Ça y est, je vais dire un gros mot, ce ne sera pas le dernier, mais je l'assume,
à gérer une crise de politique étrangère comme la crise syrienne au nom d'une lecture électoraliste des exigences, des signaux qu'on a envie d'envoyer dans le tissu politique français. Et j'y reviendrai. Je ne sais pas qui a dit ça. Je ne pense pas que ça soit moi. J'espère que ce n'est pas moi. Mais il y a quelqu'un qui a dit un jour que le Charles de Gaulle était quelque part parti faire la campagne électorale du PS et pas élever le niveau... Tu crois que c'est moi? Non. Et pas nécessairement élever le niveau de sécurité des citoyens qu'il prétendait défendre. D'accord ? Donc la crise syrienne est maintenant l'expression d'un rapport conflictuel international extrêmement complexe, et c'est comme ça qu'il faut la prendre. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ça a dérapé en Syrie ? Parce que l'internationalisation a été asymétrique. C'est-à-dire les gens qui ont aidé le régime, ils ont fait le boulot sérieusement. Ils sont allés à l'essentiel. Ils ont maintenu l'hégémonie militaire du pouvoir. Ils ne se sont pas battus entre eux. Ils n'ont pas fait du blablabla. Alors que l'équipe D, ça dévalorise le mot ami, les amis de la Syrie, eh ben, ils n'étaient pas d'accord sur à peu près tout. Hein. Et ils ont, comme on nous l'a rappelé ce matin, beaucoup parlé, mais étaient totalement incapables de crédibiliser les soutiens des forces politiques qu'ils avaient désignées. Pourquoi il s'est passé ce drame? Et là, c'est un petit peu mon baratin personnel. Ça y est, je m'arrête. C'est mon baratin personnel. Je dirais que le drame de notre attitude dans la crise syrienne, c'est que nous n'avons jamais été capables de faire confiance à des forces politiques dès lors qu'elles ne nous ressemblaient pas totalement. C'est-à-dire que nous n'avons jamais trouvé des forces politiques, j'emploie une expression grossière, je dis qu'ils soient suffisamment Johnny Walker et mini-jupe. Dès lors que le modèle était un tout petit peu différent, nous avons induit un processus extrêmement pervers par lequel nous avons fait que Abdelbasset, vous connaissez Abdelbasset, le joueur de foot, ce garçon sympathique comme vous et moi, pourquoi il est rentré dans Daesh, ce type? D'accord ? Il est rentré dans Daesh par désespoir de voir jamais les sponsors théoriques du camp républicain passer de la parole aux actes. Et si vous n'en saurez pas plus, c'est uniquement parce qu'on nous a coupé 5 minutes à la dernière minute. Le plus intéressant devait venir, mais je suis quand même heureux que vous ayez gardé votre attention à ce moment difficile de l'après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, j'assume. Et je continue. Monsieur Balje, vous allez nous parler, c'est votre titre, la Turquie face au Daesh, surtout que vous connaissez bien la région, même très bien. Et aujourd'hui, la Turquie est de nouveau dans les manchettes des journaux à cause de l'attentat qui a causé la mort de 10 personnes. Merci beaucoup, Madame la Sénatrice. C'est un grand plaisir pour moi d'être aujourd'hui parmi vous pour parler un peu d'un sujet qui n'est pas du tout facile. La Turquie face au Daesh, c'est un sujet très compliqué. Il y a beaucoup de choses qu'on entend, très controversées. Et je pense que pour comprendre la position de la Turquie par rapport au Daesh, il faut d'abord mettre les choses dans le contexte de la Turquie dans la crise syrienne. Si on ne met pas les choses dans leur contexte, on ne peut pas comprendre pourquoi la Turquie a une position aussi particulière vis-à-vis du Daesh. Aussi, j'aimerais rappeler, c'est qu'en fait, quand la crise syrienne éclate, jusque-là, les relations entre la Turquie et la Syrie sont excellentes. Les relations personnelles entre Bachar et Erdogan sont excellentes. Et au moment de la crise, pendant plusieurs mois, on le sait, je crois qu'à une conférence, c'était Lakhdar Brahimi qui disait en fait que la diplomatie turque s'était rendue 19 fois à Damas pour essayer de convaincre Bachar al-Assad de faire des réformes, même cosmétiques, même de faire semblant de faire des réformes, mais que malgré cela, ça n'a pas donné grand-chose. Et petit à petit, la Turquie s'est acheminée avec Erdogan à adopter une position beaucoup plus critique, beaucoup plus contre Bachar al-Assad. On a d'abord, en donnant un coup de main sérieux à l'opposition syrienne pour s'organiser en Turquie, en donnant un coup de main aussi à l'armée syrienne libre de s'organiser, et aussi, parfois aussi, au départ, à toute sorte d'opposition qui était capable de mettre fin de mettre fin au régime de Bachar al-Assad. Et je dirais que jusqu'en 2013, jusqu'en juillet 2013, il y a à peu près un certain alignement de la politique de la Turquie vis-à-vis de celle de ses partenaires occidentaux. On est à peu près sur la même longueur d'onde, on part sur la même chose. Mais c'est à partir de juillet 2013, quand ce qu'on appelle la ligne rouge a été franchie et que la Turquie s'est retrouvée beaucoup plus isolée, qu'elle a essayé d'adopter une position beaucoup plus
avec un enlisement de la crise syrienne, et on adopte une position beaucoup plus critique, avec une certaine, qu'on a pu le reprocher, ambiguïté vis-à-vis du Daesh. Alors, mais je pense que pour comprendre cela, il faut dire, avant de revenir un peu sur cette question de l'ambiguïté de la Turquie vis-à-vis du Daesh, il faut comprendre en quoi la crise, en quoi la question, l'enlisement de la Turquie dans la crise syrienne a été une espèce de drame, avec des conséquences dramatiques sur la Turquie. Je pense que si on n'a pas compris les impacts en tout genre, économiques, culturels, interconfessionnels, etc., sur la Turquie, on ne peut pas comprendre la position de la Turquie dans le conflit syrien. D'abord, conséquences économiques, parce qu'autrefois, il y avait des relations qui étaient excellentes entre la Turquie et la Syrie. La Syrie, c'était aussi une espèce de porte pour la Turquie pour faire du commerce avec l'ensemble du monde arabe. Donc ça, c'était une perte. Ensuite, il y a aussi l'impact sur la... Parce qu'en fait, la Turquie et la Syrie se ressemblent étrangement. On décode de plus en plus. En fait, un autre impact, ça a été en fait l'aggravation du clivage en Turquie entre sunnites et alévis. Il y a toujours ce clivage, ça ne sais pas du tout. Mais je pense qu'il y avait déjà une certaine prise de conscience de la part de Erdogan, de l'équipe AKP, qu'il fallait, en plus de l'ouverture à la question kurde, faire une ouverture à la question alévi pour essayer de régler un peu les choses. Et je pense que cette dynamique a été cassée par l'implication, l'enlisement de la politique de la Turquie dans la crise syrienne. Et ça a été un drame, et je pense que ça a été une bonne partie, même si les raisons initiales, je pense qu'il n'y avait pas du tout de motivation confessionnelle au départ dans la politique de Erdogan en Syrie. En tout cas, en Turquie, ça a été perçu comme tel. Et je sais de source sûre, c'est qu'en fait, Bachar al-Assad, une fois en difficulté, il a essayé de faire croire aussi aux Alaouites de Turquie, parce que notamment Alexandrette, qu'il y avait une espèce de confessionnalisation. Et je pense que ça a marché en Turquie. Et ça a aggravé la situation de Erdogan, qui l'a un peu déstabilisé. Mais je pense que le plus grand impact négatif de la crise syrienne sur la Turquie, c'est la question kurde. Et la question kurde, elle est centrale dans la politique de la Turquie en Syrie. Alors maintenant, vous allez me dire en quoi la question kurde a été aggravée. Alors là aussi, la question kurde entre la Turquie et la Syrie, c'est que de tout temps, la question kurde elle a été centrale dans les relations entre la Turquie et la Syrie. Entre 1984 et 1998, si vous voulez, si les relations étaient exécrables entre la Turquie et la Syrie, c'est parce que la Syrie, le régime de Bachar al-Assad, son père, accordait un soutien au PKK. Et donc ça et c'est aussi du fait, grâce à l'amélioration, grâce au changement d'attitude du régime de Bachar sur la question kurde, que les relations s'amélioraient. Voilà. Et ensuite, que la crise syrienne en 2011, là aussi, c'est encore autour de la question kurde que, en fait, le régime de Bachar al-Assad était capable de punir en quelque sorte la Turquie en la déstabilisant. Comment il l'a fait? D'abord, c'est que l'aggravation, le prolongement du conflit a renforcé le PKK. Le renforcer le PKK parce qu'il était déjà présent et en Turquie et en Syrie. Ça l'a renforcé militairement, ça l'a renforcé aussi, je dirais, moralement, parce qu'il s'est senti beaucoup plus fort. Et il y a aussi l'émergence d'une certaine région autonome, ce qu'on appelle le Rojava, avec les cantons. Ça aussi, bien évidemment, ça renforce le PKK et ses actions en Turquie. Et je pense que c'est aussi parce qu'il y avait déjà un dialogue, une volonté, je pense qu'elle était sincère. À l'heure actuelle, Erdogan, qui est autoritaire, qui prône la répression contre le mouvement kurde en Turquie, le même Erdogan, il y a quelques années, il disait en fait que la seule solution, elle est politique, elle n'est pas militaire. Là, il dit tout le contraire à l'heure actuelle. Et je pense qu'il y avait une dynamique, il y avait une vraie volonté politique de la part de la Turquie de régler cette question kurde. Or, cette dynamique a été complètement mise en échec par le développement de la crise syrienne. Ça aussi, l'autre impact, l'autre effet dramatique sur la Turquie, c'est qu'en fait, la manière dont la Turquie s'est positionnée dans la question syrienne, cela a en quelque sorte ruiné la politique régionale de la Turquie. Ça a ruiné sa politique régionale parce qu'autrefois, il y avait une vraie politique. Alors maintenant, c'est devenu un sujet de moquerie, de se moquer de la politique de zéro problème, etc. Évidemment, ils se sont plantés, mais je crois qu'il y avait une vraie volonté. Et puis, ça avait donné quand même quelques succès. Or, la crise syrienne a ruiné la politique extérieure de la Turquie. Elle a détérioré les relations entre la Turquie et l'Iran, alors qu'elles étaient quand même bonnes depuis le Moyen-Âge. Même si à l'heure actuelle ça se maintient encore à peu près correctement. Alors les relations entre la Turquie et la Russie, n'en parlons même pas depuis, vous savez à quel point elles sont exécrables, ça a été aggravé à cause de la question syrienne. Or l'Iran et la Russie sont des pays importants pour la Turquie, parce que la Turquie était un pays avec une économie très dynamique, qui consomme énormément d'énergie,
Or, je crois que c'est 80% du gaz turc qui vient et de l'Iran et de la Russie. Et donc, ça a été un effet dramatique pour la Turquie. Alors, si vous voulez, c'est parce que la Turquie, parce que le prolongement du conflit en Syrie a eu des effets dramatiques sur la politique intérieure et régionale et même internationale de la Turquie, que parfois on a le sentiment en fait que la Turquie a fait preuve d'une certaine ambivalence vis-à-vis du Daesh. Alors, cette ambivalence, ce qui est reproché à la Turquie. On reproche à la Turquie d'avoir été un peu, d'avoir fait preuve de laxisme dans le passage de certains djihadistes en Syrie. Ça, c'est un fait, mais en même temps, c'est qu'en fait, une bonne partie de ceux qui sont passés par là se sont djihadisés au cours de route une fois arrivés en Syrie. Ça, c'est la première chose. On reproche aussi à la Turquie d'avoir provoqué, d'avoir développé, de ne pas avoir été capable de mettre fin au trafic de pétrole, etc. C'est un fait, mais dans une région où le trafic a toujours été important. Moi, j'ai passé mon enfance jusqu'à 10 ans, j'étais encore en Turquie, je me souviens, le long de cette frontière, il y a toujours eu toutes sortes de trafic. On parlait même du kaçakçay. Kaçakçay, c'est-à-dire que le thé, les cigarettes, le pétrole, ça a toujours existé. Et je pense qu'on le veuille ou non, il y aura toujours, dans un contexte de guerre, il y aura toujours de la contrebande, c'est pratiquement inévitable. Alors, je pense que dans les reproches qu'on fait à la Turquie, il y a une part d'exagération, mais il y a aussi une part effectivement d'ambiguïté de la Turquie. En tout cas, je ne parlerai pas d'ambiguïté, mais je dirais qu'il y a la Turquie a une manière bien particulière de considérer le Daesh. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut plutôt voir les choses. C'est que pour la Turquie, pour elle en tout cas, c'est le principal problème, c'est Bachar al-Assad. Et tant qu'il est là, on ne pourra pas régler le problème du Daesh. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est qu'en fait, même si nous, en Occident, ça nous paraît choquant de voir qu'en fait, la Turquie est ambiguë, mais en fait, malgré l'attentat de ce matin, jusque-là, en fait, c'est que pour la Turquie, le principal problème, ce n'est pas le Daesh, mais plutôt le développement, l'exacerbation du mouvement irrédentiste kurde. Alors, vous me poserez la question, moi personnellement, je préférerais qu'il y ait une région autonome, voire même un État kurde indépendant sur l'ensemble de la région, y compris à cheval sur la Turquie et les pays voisins, plutôt qu'un djihadistan ou un daeshistan, je ne sais quoi. Le problème, c'est qu'en fait, le dire pour nous, c'est facile, mais je pense que Erdogan, quand on se met à la place de Erdogan, en 2011, au moment où les printemps arabes donnaient encore un certain espoir, il était à la veille de devenir une espèce de grand sultan, d'entrer dans l'histoire de la Turquie, d'avoir passé plus de temps en Turquie à la tête de l'État plutôt qu'Atatürk. Et du jour au lendemain, il se retrouve dans une position où il y a un tel développement de l'irrédentisme kurde, il se retrouve en position d'être responsable de la partition de la Turquie. Car en fait, c'est ce qui risque à l'heure actuelle c'est ce que risque de connaître la Turquie à l'heure actuelle. Et de ce fait, ça explique aussi en partie pourquoi, je ne dirais pas d'une ambiguïté, mais d'un manque, d'une absence de motivation de la Turquie à vouloir combattre frontalement le Daesh parce qu'elle a aussi une frontière de 900 km et qu'elle n'a pas envie qu'il y ait les cellules dormantes qui se réveillent, etc. De ce fait, il y a cette ambiguïté de la Turquie vis-à-vis du Daesh. En conclusion, il me reste 2 minutes pour conclure, même pas 1 minute, c'est qu'en fait, et c'est aussi une espèce de conseil que j'aimerais donner, ça paraît un peu prétentieux, mais pourquoi pas aussi un peu à nos dirigeants européens, c'est qu'en fait, je pense que l'Europe, et d'une manière générale l'Occident, peuvent avoir un rôle pour essayer d'accompagner, parce que le gros problème de la position de la Turquie, c'est qu'en fait, c'est la question kurde. Or, à l'heure actuelle, tant que le problème kurde est menaçant et perçu comme une menace pour la Turquie ne pourra pas changer de position. C'est pas possible. Or, moi, je pense que les Européens ont besoin et de la Turquie et des Kurdes dans la lutte contre le Daesh. Besoin de la Turquie parce qu'il y a quand même les bases militaires, il y a une longue frontière, c'est un grand pays, c'est une puissance militaire importante. Mais il y a aussi un besoin des Kurdes parce qu'effectivement, il y a un vrai combat. Les Kurdes sont efficaces, encore que, il faut mettre les choses dans leur contexte, les Kurdes sont efficaces dans le combat contre le Daesh, mais aussi parce qu'ils sont sur le terrain, parce que c'est leur territoire qui est directement menacé. Et je pense que là où il y aurait peut-être un levier pour les Européens, c'est de convaincre les Turcs, l'État turc et le PKK, ou le mouvement national kurde, à négocier, parce qu'il y a encore une possibilité. Et l'idée, c'est qu'en fait, je pense que dans le cadre des relations entre la Turquie et l'Europe, il y aura peut-être des choses à faire. Et une autre vis-à-vis du PKK, c'est de faire comprendre au PKK, c'est qu'en fait, même s'il y a un contexte qui est très favorable aux Kurdes, au PKK, je pense qu'à l'heure actuelle, la volonté, le projet du PKK de transformer les régions kurdes en Turquie sur le modèle de Rojava, je pense que c'est dangereux, et même les Kurdes même ne sont pas demandeurs. Je pense que c'est quelque chose qui est encore aussi imposé aux Kurdes de Turquie. Ils ne veulent pas, ils ne sont pas demandeurs. Ils veulent qu'il y ait une autonomie. Il y a un parti pro-kurde qui a été élu au Parlement
et il faudrait lui donner les chances de pouvoir travailler. Or, pour l'instant, la stratégie du PKK, c'est justement de l'empêcher de travailler. Or, la région à l'heure actuelle, Rojava en Turquie, ce n'est pas possible à l'heure actuelle. Ce n'est pas possible parce que je pense que même les Kurdes ne sont pas prêts, et je pense qu'il y aurait peut-être qu'il y a au niveau européen, américain, peut-être faire comprendre au PKK que, à la rigueur, une concentration de sa part, de sa puissance, qui est assez remarquable contre le Daesh, en essayant de désarmer en Turquie, qui était un moment possible, et en échange peut-être d'une espèce de levée du PKK de la liste des organisations terroristes. Peut-être qu'il y aurait des choses à ce niveau-là, mais ça demande quand même une vraie négociation, et je pense qu'il y aura beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Merci beaucoup. Je vais pas trop déborder. Merci. Et merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit, parce que j'étais à la frontière turque avec la Syrie et j'ai vu ce qui se passait et je suis tout à fait d'accord, moi en tant que simple observateur, de ce qui se passe. Maintenant, monsieur Laurent Bonnefoy, sur les monarchies du Golfe face à Daesh. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Madame la sénatrice, pour cette invitation. C'est un vrai plaisir de venir parler de ce sujet et puis d'y adjoindre peut-être un dossier qui a été un petit peu négligé et qui est négligé de toute façon, de façon presque structurelle, c'est celui du Yémen. Donc ne soyez pas surpris que je parle aussi beaucoup de cette question-là. Alors la première réflexion que je souhaiterais vous présenter concerne un petit peu le statut de ce qu'on peut appeler le Gulf bashing. C'est-à-dire c'est un sport à la mode aujourd'hui qui consiste à considérer que finalement l'Arabie saoudite et les monarchies du Golfe sont la source du mal aujourd'hui et sont finalement, comme l'a dit Kamel Daoud, le romancier journaliste algérien, Daesh serait, l'Arabie saoudite, serait un Daesh qui aurait réussi. Et donc il y aurait cette idée-là que finalement les racines de Daesh se trouveraient très clairement aujourd'hui à Riyad, au Qatar, etc. Alors cette logique-là, mon idée n'est pas de la contester, elle est plutôt de chercher à la nuancer, d'apporter un petit peu de complexité. On ne peut pas se satisfaire simplement d'une formule à l'emporte-pièce. Alors cette idée de nuancer, d'apporter de la complexité, elle va s'appuyer sur trois constatations. La première concerne peut-être la dimension, je ne sais pas si on doit dire théologique ou au moins doctrinale, d'un lien qui existerait entre le wahhabisme, qu'on considère comme étant l'idéologie dominante saoudienne et dans le Golfe, et puis Daesh. Simplement pour considérer que le wahhabisme tel qu'il est pratiqué aujourd'hui en Arabie saoudite est bien différent de celui ou de la doctrine qui préside ou qui légitime les actions menées par Daesh. Et donc l'idée qu'on aurait un mimétisme, qu'on irait voir jusque dans les exécutions au sabre, voire parfois les crucifixions, moi, me semble constituer un raccourci. Je prendrai l'exemple du takfir, par exemple, qui certes était pratiqué par le fondateur du wahhabisme, mais qui aujourd'hui ne peut aucunement être considéré comme étant central dans l'approche de l'establishment religieux saoudien. La deuxième raison qui permet de nuancer concerne la politique étrangère des monarchies du Golfe. Le raccourci consiste à dire que finalement les monarchies du Golfe, en sous-main ou parfois directement, ont directement contribué à financer Daesh. Les spécialistes de la Syrie, de l'Irak, affirment que ce n'est pas le cas et que l'essentiel de l'effort qui a été mené, y compris par la diplomatie saoudienne, a été de financer plutôt l'armée syrienne libre. Et donc, comme l'expliquait François Burga, les ressources de Daesh ont été avant tout internes, elles ont été liées à des ressorts et des dynamiques et également des financements qui étaient essentiellement locaux. Il y a certes eu des financements
des sociétés, des financements individuels, mais force est de reconnaître que ces financements-là n'ont jamais été directement appuyés par les pouvoirs, et que les pouvoirs des monarchies ont par ailleurs veillé à enclencher des dynamiques de centralisation et de contrôle très direct de la politique. La troisième raison qui viendrait peut-être nuancer, non pas nécessairement invalider, mais nuancer, c'est de considérer que les sociétés des pays du Golfe, particulièrement l'Arabie saoudite, sont aujourd'hui des cibles évidentes de Daesh. Il y a eu des attentats contre des minorités chiites, donc là on pourrait considérer que ça cadre très largement, mais il y a aussi eu des attentats contre une mosquée de la police en août dernier, tout un tas d'occurrences comme ça qui signalent que, d'une part, les régimes des monarchies du Golfe sont des cibles, d'autre part, les régimes ont enclenché finalement une répression très directe des groupes djihadistes. L'exemple le plus probant concerne la mise en place de ce qu'on a appelé une coalition antiterroriste par Mohammed bin Salman depuis décembre dernier. Alors cette coalition comporte 34 pays, elle est très maladroite, elle n'est pas forcément constructive. Je pense qu'elle est même assez généralement contre-productive, mais c'est une réalité aujourd'hui que sur le terrain, l'Arabie saoudite et les monarchies combattent. Un autre élément, et qu'on a peut-être négligé ces dernières semaines quand il s'est agi de commenter, de discuter des condamnations à mort qui ont eu lieu le 2 janvier, c'est la principale condamnation qui a été relevée par les médias internationaux, c'est celle du religieux chiite Nemr al-Nimr. Et pourtant, structurellement, et l'événement qui aurait dû attirer notre curiosité, c'était plutôt la condamnation à mort de quelqu'un qui s'appelle Faris al-Zahrani, qui était un des leaders d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Et c'est finalement l'un des premiers djihadistes à être effectivement condamné à mort. Il y a eu des combats avec des djihadistes qui certes ont été tués depuis de nombreuses années, mais là on a la première exécution formelle d'un djihadiste. Et donc cet élément-là vient d'une certaine manière complexifier cette image-là finalement d'un Daesh qui serait le fruit des politiques saoudiennes ou des politiques du Golfe. Alors, cette entreprise de complexification et de nuance, elle ne doit pas nous amener à considérer que nécessairement les politiques qui sont menées sont productives ou sont positives. Elle ne doit pas non plus nous amener à occulter le fait que, selon les terrains, la lutte contre Daesh n'est pas la priorité des pays du Golfe. C'est particulièrement le cas au Yémen, où aujourd'hui, on a un conflit dans lequel le principal bénéficiaire est Daesh. Et cette situation-là signale combien, finalement, la priorité ou la politique saoudienne n'est pas nécessairement conséquente. Elle ne prend pas en considération nécessairement tous les effets de ce qui se produit. Quand je dis que Daesh est finalement le grand bénéficiaire de la lutte au Yémen, c'est tout simplement parce qu'en intervenant au Yémen avec des arrière-pensées régionalistes, de lutte contre l'influence iranienne, l'Arabie saoudite a légitimé une confessionnalisation de la politique yéménite. Cette confessionnalisation, au final, génère un alignement sur les positions des djihadistes et sur les positions de Daesh, qui, malgré tout, est l'acteur qui a le vent en poupe. Alors, dire que l'Arabie saoudite et les monarchies qui suivent la politique saoudienne au Yémen sont fautives doit aussi nous amener à intégrer le fait que ce ne sont pas les seuls acteurs à être fautifs. J'ai plaisir à être dans ce lieu, le Sénat, où on a des représentants nationaux, des représentants du peuple, et d'affirmer que, malgré tout, la France est aussi fautive pour ce qui concerne cette dynamique, finalement, où on a une situation au Yémen, une détérioration complète, la constitution d'un conflit qui, par bien des aspects, et c'est un des représentants de l'ONU qui l'a dit, en 5 mois est devenu ce que la Syrie a mis 5 ans à devenir.
Et cet élément-là, et je pense, devrait être plus systématiquement intégré par chacun, que ce soit les journalistes, que ce soit les députés, pour simplement comprendre pourquoi un pays comme la France continue aujourd'hui à soutenir la politique saoudienne au Yémen. Pourquoi est-ce qu'on accepte finalement de fermer les yeux face à ce conflit qui, je vous le dis, non seulement est contre-productif sur le plan de Daesh, mais aussi génère énormément de pertes civiles, génère des destructions de patrimoine qui sont certes anecdotiques, mais malgré tout symboliquement importantes quand on prend en considération combien les consciences européennes ont été éveillées par les destructions à Palmyre, et puis combien finalement l'utilisation, y compris d'armements qui sont interdits par les conventions internationales telles les bombes à fragmentation, devrait nous éveiller. Et on constate qu'en France, c'est un peu le blackout complet. Aux États-Unis, on a eu des mobilisations, y compris à l'échelle de l'État, pour faire pression sur les Saoudiens. En Angleterre, on a eu des questions qui ont été posées au gouvernement pour savoir exactement ce que faisait le gouvernement. Il y a eu des campagnes de presse contre l'utilisation de bombes à fragmentation de fabrication britannique. Et aujourd'hui, en France, on ne sait pas ce que fait le gouvernement français. On sait simplement, et c'est la position officielle, qu'il a choisi son camp, c'est-à-dire soutenir l'effort de guerre saoudien. Mais concrètement, on ne sait pas s'il y a des images satellites, comme c'est vraisemblablement le cas, qui sont transmises, des informations, ou bien s'il y a des efforts qui sont plus directs en termes de formation, etc. Je pense que si on veut être clairement engagé dans la lutte contre Daesh, il faut le faire de façon honnête, et aussi accepter de considérer que les fronts sont multiples, qu'ils n'imposent pas toujours d'intervenir plus, mais parfois d'intervenir de façon peut-être plus intelligente, voire de ne pas intervenir du tout. Merci beaucoup pour cette intervention synthétique, mais très pertinente. Je laisse la parole à Thierry Coville qui va parler le point de vue de l'Iran dans la lutte contre le Daesh. Merci. Merci beaucoup. Donc, Votre micro est-il allumé? Oui. Oui, donc, merci Madame la Sénatrice. Bonjour Mesdames, Messieurs. Donc, en fait, je vais essayer de respecter le temps qui m'est imparti. C'est vrai que c'est un sujet, en préparant l'intervention, j'ai rendu compte à quel point c'était un sujet, ça a déjà été dit, complexe, et il y aurait beaucoup de choses à dire. Bon, le point central, c'est que dans l'articulation de la politique étrangère iranienne, je pense que c'est dit, mais je pense que c'est une réalité. La lutte contre Daesh est sans doute devenue le point stratégique le plus important, et ce qui peut expliquer, il n'y a pas que ça, l'évolution de l'Iran sur la question nucléaire, avec l'idée qu'ils étaient très isolés dans cette lutte contre Daesh. Alors je vais aborder 3 points. Je pense qu'il y a une dimension stratégique, une dimension politique et une dimension sociétale, en prenant comme précaution oratoire le fait de dire que je donne, comme ça a été demandé, le point de vue de l'Iran. Ce n'est pas forcément un point de vue que je partage totalement. C'est quelquefois il faut dire les choses comme ça parce que bon, on a des surprises. Alors la dimension stratégique. Effectivement, dans la question de la Syrie, c'est pas toujours bien expliqué en Occident, mais depuis longtemps, la présence de Daesh et Al-Nosra dans l'opposition à Bachar el-Assad est mise en avant en Iran en disant, vous comprenez, on est obligé d'intervenir en Syrie, on ne peut pas laisser ces groupes-là, pour nous c'est impensable qu'ils prennent le pouvoir en Syrie. Donc si vous voulez, je dis de nouveau, mais je dis que c'est vraiment dans le narratif iranien. Ils reconnaissent qu'il y avait des problèmes au début, c'est assez, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il faut très bien reconnaître les fautes de Bachar, ils le connaissent bien, mais disons l'idée maintenant qu'il y a ces groupes-là, téléguidés en plus pour les Iraniens par l'Arabie Saoudite, il est impensable qu'on laisse le champ libre à Bachar el-Assad, enfin à ces groupes-là en Syrie. Voilà. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que effectivement, on va dire que la présence de Daesh en Syrie, et si jamais ils allaient au bout de leur logique, elle est dangereuse pour l'ensemble pour les chiites, on va dire les alaouites, l'ensemble des communautés religieuses non musulmanes, et même imaginez qu'ils prennent le pouvoir en Syrie d'une certaine façon, ça relancerait les tensions interconfessionnelles. Mais ce que je voudrais dire, c'est que dans les argumentaires iraniens, l'argument religieux est très peu employé. S'ils interviennent en Syrie, c'est avant tout, ce qu'ils disent, c'est pour des raisons stratégiques. Donc il y a le fait que la Syrie est le
quasiment le seul allié arabe de l'Iran depuis la révolution iranienne. Ils mettent en avant le fait, ça a sans doute déjà été dit, que la Syrie fait partie de l'axe de résistance contre Israël avec l'Iran, la Syrie, le Hezbollah. Pour les Iraniens, ça compte. Hein. La Syrie les a soutenus pendant la guerre Iran-Irak. La guerre Iran-Irak, c'est l'acte fondateur, quelque part, de la République islamique d'Iran. Donc ça, ils ne peuvent pas l'oublier. Je veux dire, il y a une question, je ne dis pas de fidélité, mais il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Et donc, je veux dire, je répète, hein, l'argumentaire religieux, et même quelquefois, ils le disent même, c'est pas vraiment le principal. Nous, c'est vraiment les questions stratégiques de cet allié arabe qui nous soutient et qu'on ne veut pas laisser tomber. Sur l'Irak, bon, je pense que ça a déjà été dit, mais c'est vrai, moi j'étais en Iran en août 2014, mais il faut reconnaître, c'est facile effectivement de parler de Daesh ici, mais je veux dire, si l'Iran n'était pas intervenu militairement à l'été 2014 pour aider le gouvernement irakien quand Daesh a commencé à déferler en Irak, il fallait voir la panique. Déjà même, j'ai senti la panique en Iran. C'est-à-dire que Daesh est arrivé quand même très près des frontières iraniennes. Donc, et alors, si vous voulez, là encore, je pense que, évidemment, les facteurs religieux jouent. On ne peut pas dire le contraire. Le fait que, je crois que Daesh était près de lieux saints chiites, le fait, effectivement, il y a eu tant de chiites tués. Je veux dire, on a découvert qu'ils s'attaquent aux minorités religieuses, mais d'abord, je ne sais pas combien de milliers de chiites ils ont exterminés en Irak. Donc voilà, donc ça a joué. Mais d'abord, il faut bien prendre en compte, contrairement à ce qu'on entend beaucoup, c'est d'abord des questions stratégiques. C'est très simple. Je veux dire, la principale menace stratégique pour la République islamique d'Iran depuis la Révolution, c'était l'Irak de Saddam Hussein qui les a attaqués, début des années 80. Et pour eux, c'était pas Israël le problème, c'était pas les États-Unis, c'était l'Irak de Saddam Hussein. À partir du moment où l'Irak de Saddam Hussein est tombé et qu'ils avaient des groupes chiites irakiens réfugiés en Iran, qu'ils connaissaient bien, avec qui ils avaient loué des liens, il y a même des chiites irakiens qui sont devenus ministres en Iran. Donc ils se sont dit, bon, on a la chance, alors on peut critiquer, mais d'avoir un gouvernement chiite ami en Irak, et donc on élimine quelque part, entre guillemets, cette menace stratégique. Donc si vous voulez, il faut bien voir leur position, c'est on veut un gouvernement chiite en Irak, parce que pour eux c'est énorme. Hein. La guerre Iran-Irak, c'est sans doute, tu le dis, l'acte fondateur, on va dire, même qui a formé tous les dirigeants de la République islamique d'Iran. Je veux dire, intellectuellement, moralement, humainement, c'est là où ils ont fait leur classe, quelque part. C'est là où ils ont appris ce qu'ils connaissent du monde, même. Ils croyaient que tout l'Occident se battait contre eux. Donc à partir de là, il s'est dit, voilà, c'est la fin de cette menace stratégique. Donc c'est pour ça que l'Irak est tellement important pour l'Iran et pour ça qu'ils dépensent des heures. Enfin, alors en Syrie, effectivement, ils interviennent, ils envoient des conseillers. En Irak, ils envoient des conseillers. Et voilà, donc je veux dire, je réinsiste. Je pense que c'est pas simplement du discours, dans vraiment la façon dont ils voient leur politique étrangère. C'est pour ça que c'est aussi, je pense qu'il y a un décalage avec le discours saoudien. Quelquefois, ils sont un peu mal à l'aise. C'est que dans tout ce qui est réflexion en Iran sur la politique étrangère, l'aspect religieux est vraiment pas mis en avant. C'est vraiment ces questions stratégiques qui sont mises en avant. Je ne dis pas de nouveau que ces questions religieuses n'existent pas, mais c'est vraiment ces aspects stratégiques qui sont mis en avant. Alors la dimension politique. Alors de nouveau, là, je vous donne le point de vue, ce que je lis, ce que je lis, on va dire, dans la presse iranienne, tous les jours, répété par les hommes politiques. Alors c'est pas toujours veut dire une expertise extraordinaire, mais c'est ce qu'on entend dans les hommes politiques en Iran quand ils parlent de Daesh, etc. Voilà. La plupart des analystes des cercles politiques en Iran estiment souvent, quand ils parlent de Daesh, disent que ces groupes ont été initialement, c'est vraiment quasiment automatique, ont été de toute façon initialement aidés par l'Arabie saoudite et le Qatar dans le but d'affaiblir l'Iran en s'attaquant à ses alliés régionaux. C'est quasiment automatique dans le discours. Alors c'est vrai que la Turquie n'est pas mise dans le même panier en disant il y a des problèmes avec la Turquie, mais il n'y avait pas un objectif stratégique d'affaiblissement de l'Iran pour eux du côté de la Turquie. Alors, dans les cercles les plus radicaux, et il ne faut pas le nier, quand vous parlez de Daesh en Iran, tout de suite, de toute façon, c'est les Occidentaux qui ont favorisé la création de Daesh. Ça vient, alors, je veux dire, les cercles radicaux en Iran, quelquefois, c'est compliqué de dire quel pourcentage. Disons, c'est vraiment pour ceux qui connaissent, le journal Kehan, c'est vraiment les radicaux des radicaux, je veux dire, qui représentent peut-être 5, même pas 10% de la population iranienne, mais qui sont puissants en Iran. Et qui parlent même d'Israël, qui disent, de toute façon, c'est un complot, ça revient souvent chez eux, pour affaiblir les musulmans, provoquant des dissensions entre les musulmans. Donc ça, on le lit chez les plus radicaux iraniens. Voilà. Et donc, le discours, effectivement, ça a été dit, le discours politique en Iran appelle Daesh les takfiris, donc les excommunicateurs, puisqu'ils ne reconnaissent pas le statut de musulman ou chiite. Mais il met surtout, je veux dire, c'est ça qui est dans l'ensemble du discours, tout de suite qui vient, c'est frottis, c'est des extrémistes. Hein, ça vient tout de suite. Extrémistes, ils jouent sur le sectarisme, ils sont extrémisme. Et très souvent, il y a tout un ensemble, un groupe indifférencié dont les hommes politiques iraniens, là, je lisais les discours de Rafsanjani, quand il parle de Daesh, il met Taliban, Daesh, salafistes, wahhabistes, voilà, c'est tout ça, des groupes qui, quelque part, quand vous dites ça en Iran, vous dites extrémisme. Et ce qui est intéressant, c'est que même
dans le discours politique interne en Iran, c'est une insulte maintenant de traiter l'autre de taliban. C'est une évolution quand même dans la République islamique d'Iran. Donc c'est vraiment, voilà, tu es extrémiste, tu ne veux pas discuter, tu n'es pas capable d'entendre un discours critique, etc. C'est dans ce sens-là qu'on entend ça en Iran. Et alors, c'est le discours des hommes politiques en Iran. Ces groupes-là ne contribuent qu'à ternir l'image de l'islam dans le monde, ce qui est assez banal, ce qu'on entend aussi également en France. Ils sont dangereux pour l'islam en amplifiant les tensions internes. Voilà. Et effectivement, alors, le discours officiel, se mettre en opposition à l'islam, bon, même pas qu'ils disent, ils ne reconnaissent même pas la dimension religieuse, mais on va dire, voilà, cette position extrémiste sur les autres religions. Ça s'est mis en avant, c'est intéressant par les hommes politiques iraniens, sur le fait que, voilà, les autres religions n'ont pas de droit de place, etc., dans l'islam de Daesh, alors que nous, on est un islam tolérant. Et bon, alors, je vais en parler ensuite. Donc, c'est vrai que dans la constitution iranienne, les religions du livre sont acceptées, on leur place. Effectivement, il y a un problème avec les baïs. Disons, dans le discours officiel, là, ce fait, on a un islam tolérant. Voilà. Alors, je voulais aussi insister sur le fait que l'Iran communique facilement sur la lutte contre Daesh. Ce qui est assez surprenant en Iran, parce que vous avez le général Soleimani, qui est donc le responsable de brigade Al-Rods, qui est responsable des activités extérieures des passes d'Aran. Et ça, c'est très surprenant en Iran, cette rupture. Il est carrément tout le temps dans la presse, il y a sa photo, c'est vraiment superstar, etc. Et pourquoi il y a une telle communication là-dessus? Et ça m'amène à la troisième partie. Je pense que ça répond aussi, je veux dire, voilà, lutter contre Daesh, ça légitime le régime. C'est bien vu politiquement. Les passes d'Aran, qui avaient beaucoup de problèmes d'image après les événements de 2009, ils étaient quand même utilisés pour réprimer la population. Voilà, c'est quand même bien vu de dire, voilà, on est les passes d'Aran, on lutte pour vous protéger contre ces terroristes extrémistes qui pensent qu'à tuer les chiites. On lutte, on est là, on intervient en Syrie, en Irak. Je voyais un article assez frappant qui mettait même avant, Zarif lutte sur le plan diplomatique. Le même article, il y avait l'image de biographie de Zarif, une biographie de Soleimani. Soleimani lutte sur le plan militaire et quelque part, les deux vous défendent. Vous voyez l'idée que voilà. Donc je pense que c'est pas rien. Je pense qu'il y a derrière une stratégie que voilà. Et ça répond à la dimension sociétale qui est peut-être l'aspect où on va dire relativement plus d'expertise que les autres. Voilà, je pense que c'est peut-être là où il y a des choses les plus intéressantes à dire sur la vision de Daesh de l'Iran. C'est vrai que le discours politique iranien est mal à l'aise, ne veut pas aborder la question religieuse parce que ça ramène à des problèmes en Iran aussi. Comme vous savez peut-être, en Iran, vous avez... On ne sait pas trop parce qu'officiellement, on ne parle pas de différence sunnite-chiite. On va dire il y a, je pense, 98% de musulmans, 99%, le reste, c'est minorités chrétiennes, zoroastriennes et juives, et on ne donne pas statistiquement la répartition sunnite-chiite. Mais bon, on va dire 8-9% peut-être de sunnites, parce qu'on sait qu'il y a des problèmes en Iran. Les sunnites, en Iran, il y a des problèmes. Pourquoi des problèmes? Parce que les discriminations économiques, ethniques et religieuses se conjuguent. Par exemple, au Sistan-Baloutchistan, vous avez les Balouches qui sont sunnites et qui sont... Le Sistan-Baloutchistan, c'est la région la plus pauvre d'Iran. Pareil au Kurdistan, vous avez des sunnites, kurdes, et c'est également les régions les plus pauvres d'Iran. Donc, toutes ces discriminations se conjuguent, et effectivement, on sait qu'il y a des problèmes. Il y a eu des mouvements, on va dire, entre guillemets, également terroristes. Alors, les Iraniens disent qu'ils sont fomentés de l'intérieur, mais dans ces régions-là. Donc, c'est un discours, c'est un élément sur lequel les autorités iraniennes vont être mal à l'aise, parce que cela renvoie à des problèmes internes aussi, si vous voulez, ces problèmes de discrimination vis-à-vis des populations sunnites, en rajoutant que ce n'est pas simplement religieux en Iran, c'est ethnique également et économique. Voilà. Voilà. Donc, ça existe en Iran. Et donc, voilà, certains, et je pense qu'ils ont... J'ai terminé. Vous êtes sûr. J'aurais dû commencer par là, parce que c'était la partie, à mon avis, la plus importante. Mais bon, bref. Donc, il y a certains qui disent, ouais, l'Iran prône l'unité en dehors de l'Iran, mais à l'intérieur de l'Iran, ils sont les premiers, les sunnites, etc. Bon. Mais je pense que ce n'est pas vrai non plus. C'est pas vrai, parce que la modernisation, qui est peut-être l'élément le plus important, ce qui se passe en Iran depuis la République islamique, la révolution iranienne, c'est qu'on a une modernisation de la société véritable. La conception de la vie change, la place des femmes, la tolérance religieuse, la place de la religion dans la vie publique. Et je vous assure, dans la société iranienne profonde, c'est incroyable ce qu'on voit, ce qu'on découvre, etc. Je pense que ça a un impact sur la façon dont ces minorités jouent leurs revendications. Je vous donne un exemple. Il y a eu un taux de participation très fort du Sistan-Baloutchistan lors des dernières élections présidentielles. Alors, on en revient à ce qui a été dit. Il est sûr que cette modernisation devra trouver une réponse politique, parce qu'autrement, on revient à tous les problèmes dont on a déjà parlé. Alors, et c'est là que, effectivement, c'est pas tout n'est pas réglé en Iran, mais Rouhani a quand même commencé à nommer, je crois, 2 femmes gouverneurs qui étaient du Sistan-Baloutchistan, 2 femmes en plus gouverneurs de villes, donc c'est pas rien. Donc, le gouvernement iranien essaye de répondre à cette modernisation, mais
Comme vous savez, il y a des tensions politiques en Iran. Donc voilà, je pense, en fait, ma conclusion, c'est que je pense que cette modernisation de la société iranienne, et là, moi, j'ai rien à dire, enfin, peut-être si on peut en profiter de dire un discours aux autorités politiques françaises, enfin, si on parlait de temps en temps des sociétés civiles dans la politique étrangère française, notamment en Iran, ce serait déjà pas mal. Donc, c'est peut-être l'élément le plus important de ce qui se passe en Iran, et je pense que c'est ça, je veux dire, ce qui fait le problème avec Daesh, c'est que vraiment, franchement, quand on voit l'Iran aujourd'hui, voilà, Daesh, c'est vraiment, je dis pas c'est le mauvais mot de dire préhistoire, mais c'est à côté, quoi. C'est à côté de ce qui se passe en Iran. Alors effectivement, il serait bon, dans la réflexion diplomatique, etc., de voir comment on peut accompagner cette évolution de la société civile, qui est, je pense, du côté des valeurs, c'est peut-être ça l'arme la principale contre Daesh. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je passe la parole à Monsieur Didier Leroy pour le Liban et le Hezbollah. Vous avez besoin, je crois, d'appareils, de quelque chose. Tout est prêt, tout va bien. Parce qu'à la dernière minute, ces choses-là ne marchent pas. Tout marche bien. Peut-être je me retire, je me mets là, ce sera mieux. Je pense vous voyez. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir d'être ici. Donc, je tiens à remercier évidemment Mme Esther Benbassa et M. Chagnolo pour l'aimable invitation. Donc, je vous ai préparé une petite présentation. Malheureusement, un problème technique m'empêche de l'agrandir. Donc, j'espère que ceux du fond pourront voir les quelques éléments mis par écrit et les cartes que je compte vous projeter. Alors, il m'a été demandé de vous parler du positionnement du Liban et du rôle joué par le Hezbollah vis-à-vis de ce que ce n'est pas mon expression, mais ce que je reprends comme le feu arabe, cette sorte de chaos syro-irakien dans lequel évolue notamment cette bête curieuse qu'est Daesh. Alors, il m'est évidemment inévitable de parler de la Syrie comme trait d'union entre le Hezbollah d'un côté et Daesh, puisque c'est essentiellement sur ces territoires-là que ces deux acteurs idéologiquement ennemis au sein du spectre des différents islams politiques sont amenés à être en contact. Je pense qu'il est de bon ton de rappeler que le Liban, au tout début des soulèvements populaires en Syrie, s'est présenté comme un acteur officiellement neutre, à travers notamment la déclaration de Baabda, large consensus atteint entre les principaux partis politiques du pays des Cèdres, y compris le Hezbollah. Un consensus, ou plutôt un accord largement bafoué, puisque officieusement, très tôt, plusieurs acteurs libanais se sont engagés militairement sur le territoire syrien. Alors il est important de rappeler qu'évidemment il y a eu et des acteurs chiites, le Hezbollah, et des acteurs sunnites, dans des logiques très différenciées. On a vraiment eu un engagement massif et organisé dans une logique top-down du côté du Hezbollah, tandis qu'on a plus eu affaire à des initiatives individuelles canalisées par des réseaux plus informels et encadrées malgré tout par des figures politiques, voire des formations politiques proches des États du Golfe, comme le courant du futur du côté sunnite. Néanmoins, avec les quelques années de recul dont nous disposons aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas déraisonnable de parler du Hezbollah comme étant le protagoniste libanais présent en territoire syrien. Donc, comme nous avons malheureusement réduit le temps de parole de 5 minutes, je vais devoir passer au travers ce premier slide qui vous présentait la résistance islamique, à savoir la composante armée de ce phénomène Hezbollah beaucoup plus large, puisqu'il s'agit du parti politique le plus influent du pays, le premier fournisseur d'aide sociale au Liban, probablement un des principaux employeurs au Liban, un des mastodontes médiatiques aussi, etc. etc. Donc, quelques chiffres que vous voyez à la sauvette. Également, je sauterai ce slide-ci qui vous présentait le positionnement du Hezbollah vis-à-vis des différents soulèvements populaires regroupés sous l'étiquette du printemps arabe, dans le cadre duquel le Hezbollah s'est systématiquement rangé du côté de la population, pour différentes raisons que je peux expliquer ultérieurement si cela vous intéresse. Tout ceci nous amène à la Syrie, seul pays vis-à-vis duquel le Hezbollah s'est positionné différemment. Donc là, il a décidé de prendre le côté du régime oppresseur, entre guillemets, face à une population oppressée, tout simplement parce qu'en Syrie, deux thèmes très chers à l'idéologie du Hezbollah seront entrés en conflit, c'est celui de la résistance et de la révolution. Alors la cause de la résistance a primé sur la cause de la révolution,
Donc on a bien vu à partir de ce moment-là un Hezbollah reléguer son idéologie au second plan à l'avantage d'une stratégie de survie pure et simple. Alors je vous montre sans plus attendre maintenant la manière dont le Hezbollah, une fois qu'il a décidé de s'engager en Syrie, la manière dont il a progressivement déployé ses unités. Dans un premier temps, au début des contestations, le Hezbollah s'est montré relativement confiant. Il a donc eu un rôle essentiellement passif. Il n'a été que peu visible à ce stade-là. À partir de mars 2012, son leadership a admis avoir envoyé quelques unités dans les sanctuaires chiites comme Sayyida Zainab au sud-est de Damas et dans certains villages majoritairement chiites situés le long de la frontière libano-syrienne. À partir de mai 2013 a eu lieu un véritable tournant avec la fameuse bataille de Qusair, bataille qui a marqué la première grande opération militaire de nature offensive menée par le Hezbollah, force initialement et traditionnellement défensive. Cette bataille a été un véritable tournant puisque jusqu'alors, la plupart des observateurs annonçaient la chute du régime Assad comme inéluctable. Au lendemain de cette bataille-là, le régime a bénéficié d'un véritable second souffle. Et on a vu donc une dynamique du conflit syrien véritablement changer. Dans l'élan de cette victoire du Hezbollah et du régime à Qusair, a été enclenchée à partir de novembre 2013 la fameuse campagne de Kalamoun, cette région montagneuse située entre Homs et Damas, le long de la frontière libano-syrienne une fois de plus. Campagne dans le cadre de laquelle le Hezbollah s'est évertué à nettoyer, entre gros guillemets, des villages majoritairement sunnites de ces éléments djihadistes les plus hostiles au régime, tactiquement en s'aidant d'unités un petit peu plus élargies par rapport à sa manière de combattre habituellement, puisqu'il s'équipait à ce moment-là d'ingénieurs de combat en plus des combattants proprement dit, puisque dans cette optique offensive, il devait faire face à des voitures piégées, voire des maisons piégées par les rebelles, donc toute une autre manière de procéder. Néanmoins, le Hezbollah était relativement efficace dans le cadre de cette campagne, efficacité qui s'explique partiellement grâce à l'appui de forces supplétives incarnées par certaines milices chiites irakiennes qui étaient venues prêter main forte dans cette partie du territoire syrien à ce moment-là. Forces supplétives irakiennes qui ont été rappelées en Irak à partir de la date suivante, à partir de juin 2014, lorsque, dans le sillage de la chute de Mossoul, le phénomène Daesh est devenu ce qu'il est devenu. Ces forces ont donc dû retourner en Irak. Le Hezbollah et l'armée régulière syrienne se sont donc retrouvés face à une situation difficile à tenir et on a observé pendant un certain nombre de mois un phénomène de ressac ou un phénomène de marée où la résistance islamique du Hezbollah perdait une colline un jour, la regagnait le lendemain et ainsi de suite à cause de cet équilibre changeant. La chronologie s'est poursuivie jusqu'en mai 2015. Le régime et ses alliés régionaux, l'Iran notamment, la Russie ensuite, ont continué à gagner du temps. Et dans ce nouveau contexte, le Hezbollah a lancé sa deuxième campagne de Kalamoun qui a continué à consolider les forces loyalistes au régime dans cette partie occidentale du territoire syrien. Donc comme vous l'avez compris et comme vous le montre partiellement cette carte, donc je peux déjà vous montrer où se trouve Qusair. Qusair est ici, la région de Kalamoun, s'égrène ici. Et donc on comprend bien que l'ensemble de la stratégie de survie à la fois du régime et du Hezbollah consiste à se consolider dans les territoires occidentaux de la Syrie, ce qui explique que la partie orientale a été livrée à elle-même et que Daesh a pu y trouver un refuge aussi facilement, s'y étendre aussi facilement. Voilà pour quelques éléments de chronologie. Alors je pense qu'il est intéressant de comprendre comment le Hezbollah est parvenu à recadrer l'identité de ses combattants dans cette nouvelle configuration, puisqu'on partait d'un schéma, d'une doctrine martiale qui consistait à une lutte défensive en territoire national contre des soldats israéliens, à une optique offensive en territoire syrien non plus libanais et contre des civils musulmans en majorité de surcroît. Donc quelque chose de particulièrement acrobatique à réaliser en termes de légitimation. Alors pour cela, je pense qu'il faut comprendre à la fois les objectifs du Hezbollah en Syrie et la manière dont son discours a évolué.
Alors les objectifs du Hezbollah en Syrie sont assez clairs. Alors contrairement à ce que l'on pourrait penser de manière assez naïve, le Hezbollah est très pragmatique. Il a les pieds bien sur terre. Il est tout à fait conscient qu'en Syrie, la guerre ne se gagnera pas de manière tranchée militairement. Il a ça très clairement à l'esprit depuis le début. Et donc ce qu'il a essayé de faire depuis son engagement, c'est d'impacter militairement le paysage de manière à placer le régime en position de force le jour où des négociations politiques seront réellement enclenchées, puisque la solution, in fine, ne pourra être que politique. Alors, cet objectif se traduit en priorité stratégique, bien entendu, et je peux vous livrer deux perspectives différentes, celle du Hezbollah, celle du régime Assad, mais qui se rejoignent en termes d'aire géographique. Depuis la perspective du Hezbollah, il s'agit de manière primordiale de préserver son backyard, sa cour arrière. Tout simplement parce que le territoire syrien qui entoure le Liban sert à la fois de zone de stockage d'armes pour la résistance islamique. L'ensemble des armes du Hezbollah ne sont pas stockées en territoire libanais. Il y a de nombreux stocks en Syrie, et notamment, comme par hasard, dans la région de Kousseir, raison de plus qui a poussé le mouvement à bouger à cet endroit-là. C'est aussi une zone de repli pour ses combattants et son leadership en cas de scénario de guerre ouverte de type 2006. Israël, Tsahal plus particulièrement, bombarde très facilement le territoire libanais. Il y réfléchit à 2 fois avant de bombarder la Syrie. Donc c'est aussi une sorte de buffer zone très utile au Hezbollah par rapport à cela. La perspective du régime, quant à elle, est, comme je vous l'ai dit, donc plutôt de préserver à tout prix la supply line, la route de ravitaillement entre le littoral majoritairement alawite et la capitale Damas. Alors, ce qui me permet de vous montrer sur cette carte-ci que les intérêts de tous les acteurs régionaux, que ce soit donc le Hezbollah, le régime, la Russie, dont la présence militaire est évidemment concentrée le long des 2 districts alaouites de Tartous et Latakia aussi, l'Iran a pour principal enjeu le Hezbollah. Donc vous voyez bien pourquoi le régime et ses différents alliés régionaux se sont concentrés sur la partie occidentale du pays, et qui plus est sur 2 districts administratifs qui, dans une logique plus géostratégique, présentent cet avantage d'être, dans le cas de Rif Dimashq, le seul district à relier le Liban et la Jordanie, et dans celui de Homs, à être le seul à relier le Liban et l'Irak. Donc voilà, dimension supplémentaire. Alors, rappelez-vous la chronologie des événements en termes d'engagement militaire. Vous pouvez mettre en miroir ici la manière dont le discours du Hezbollah a évolué par rapport à sa présence en Syrie. En 2011, je vous l'ai déjà dit, il est resté relativement peu loquace. À partir de 2012, il s'est agi de protéger les sanctuaires chiites et des villages chiites le long de la frontière, tout en respectant, entre guillemets, la déclaration de Baabda. Nous étions donc dans un registre de solidarité communautaire et de devoirs religieux. À partir de 2013, vous pouvez lire, je l'espère, qu'il était désormais question de défendre le Liban, la Palestine et la Syrie dans cette place forte de la résistance palestinienne. On voyait donc un Hassan Nasrallah essayer de retomber dans la zone de confort du discours traditionnel du Hezbollah, celui du conflit israélo-arabe, essayer de se détacher de cette nouvelle configuration des printemps arabes, etc. Pour aboutir en fin 2013, le régime et ses alliés ont entre-temps gagné beaucoup de temps afin de pouvoir notamment œuvrer à changer la nature de la résistance initialement pacifiste en Syrie. Il était donc désormais question de combattre la menace takfiriste, ce nouvel ennemi quasi civilisationnel, et de prévenir la somalisation régionale. Vous voyez donc comment le parti a pu très facilement, enfin très subtilement, gommer la notion d'aider un régime sanguinaire, une valeur négative, et mettre en emphase progressivement la notion de combattre l'ennemi de tout le monde, donc une valeur positive. Donc un exercice largement réussi par le parti de Hassan Nasrallah, et qui correspond en grande partie avec la réalité aussi. Il y a eu transformation, mais cela va de pair évidemment avec la réalité. Alors, les objectifs et le discours, je pense, sont 2 éléments qui ont permis de renforcer encore davantage la motivation des membres de la résistance islamique, qui étaient déjà caractérisés par leur motivation multiple. On peut distinguer un facteur religieux. Tout membre du Hezbollah mort en Syrie a été épitaphé comme étant mort en service de djihad. La chose est donc on ne peut plus claire à ce niveau-là. Je ne dois même pas vous expliquer la haine
qui ressort du discours traditionnel d'un membre du Hezbollah vis-à-vis des idéologies al-qaïdistes en tout genre. Il s'agit d'ennemis idéologiques purement et simplement. Un deuxième facteur identitaire réside également dans la asabiya, l'esprit de corps que ressentent avec beaucoup de fierté les membres de la résistance islamique du simple fait de faire partie de cette force devenue tellement forte et puissante et avec une telle réputation à l'échelle régionale. C'est évidemment très important pour la détermination de jeunes gens qui parfois sont en décrochage scolaire ou qui ont du mal à se trouver un chemin de vie, une destinée, on va dire, positive ou constructive. Le facteur socio-économique est présent comme dans n'importe quelle guerre. Le Hezbollah et la résistance islamique plus particulièrement, à ma connaissance, proposent des salaires légèrement plus intéressants que l'armée régulière libanaise. En temps de guerre, dans toutes les forces armées, il y a toujours des primes de risque, etc. Et enfin, le facteur politique est également présent, puisque de nombreux membres de la résistance islamique sont totalement acquis à l'agenda politique de l'axe de la résistance, et sont donc tout à fait, on souscrit à ce choix de mener une guerre préventive en Syrie, plutôt que de se battre contre les mêmes ennemis, une fois qu'il sera arrivé jusqu'à Beyrouth. Je conclurai en disant que, selon moi, l'expression est très forte, c'est pour ça que j'utilise les guillemets ici, que le Hezbollah, à mon sens, est en train de surfer sur la vague takfiriste. Alors, je ne vais pas exagérer, le Hezbollah n'est pas en position confortable, bien entendu, il est face à d'énormes défis, il a engrangé de très nombreuses victimes, il a dépassé le seuil d'avoir perdu plus de combattants en Syrie en 3 ans que face à Israël en 30 ans. Donc ça, c'est un seuil symboliquement très lourd. Il y a évidemment une grogne au sein des familles chiites, c'est inévitable. Je pense néanmoins que l'anesthésie financière fonctionne encore à ce niveau-là et qu'on parvient à maintenir cette grogne. Donc je pense que le Hezbollah, en dépit de ce que l'on souhaiterait parfois entendre dans nos régions du monde, n'est pas tellement en position inconfortable comme on le pense. Certes, il est en position d'overstretch d'un point de vue militaire et il est véritablement en train de pédaler à plein régime à ses fins. Mais je pense qu'il est malgré tout plus en position confortable qu'on ne le pense, y compris sur le chiquier politique libanais, puisque si vous visualisez l'échiquier politique national, vous avez les formations du 8 mars et du 14 mars. Le 8 mars étant dirigé par le Hezbollah, fatalement ce sont des forces qui appuient la présence du Hezbollah en Syrie, mais même du côté du 14 mars, vous avez bien entendu les chefs des partis emblématiques de cette coalition, comme Samir Jaja des forces libanaises, qui continuent à tirer à boulet rouge sur le Hezbollah et sur sa présence en Syrie, bien entendu, mais si vous grattez un petit peu au sein de sa base partisane, donc des forces libanaises y compris, vous vous rendez bien compte que la peur de Daesh est absolument présente aussi. Et qu'il y a donc, in fine, une sorte de consensus tacite qui consiste en fait, tout le monde, finalement, est rassuré que le Hezbollah se charge de maintenir la menace incarnée par Daesh loin des seuils de leur propre maison, de manière relativement, parfois un peu inégale. Tout ceci souligne, bien entendu, vous l'avez compris, la faiblesse, une fois plus, de l'État libanais, qui laisse ce genre d'acteurs non étatiques prendre une telle envergure, un État libanais qui est fort peu présent, idéologiquement, politiquement, socialement, économiquement, et qui crée donc un vide qui se remplit par l'extrémisme, qu'il soit sunnite ou chiite, les deux côtés. Bien entendu, je n'angélise personne et je diabolise personne, j'essaie évidemment de rester un petit peu neutre, mais dans une région du monde où on a tendance à diaboliser le Hezbollah. Tout ceci, bien entendu, est à recadrer dans un contexte plus large et régional où plane le spectre de l'escalade sectaire. Le Liban, bien entendu, est encore fort traumatisé par les 15 ans de guerre civile qui ont ensanglanté le pays, ce qui explique peut-être qu'il n'a pas encore franchi ce pas de sombrer également dans des affrontements comme en Syrie de manière élargie, mais nous ne sommes pas évidemment à l'égard de tout risque dans ce contexte donc d'escalade sectaire qui est largement manœuvré et amplifié par le bras de fer que se livrent actuellement l'Arabie Saoudite et l'Iran pour la suprématie dans la région du Proche-Orient. Merci. Merci beaucoup pour votre contribution qui nous permet quand même d'élargir notre vision des enjeux et de ne pas seulement se focaliser sur le Daesh. Je vais peut-être vous laisser jusqu'à, disons, une dizaine de minutes de questions.
s'il vous plaît, posez des questions précises, pas de conférence parce que nous en avons eu aujourd'hui quand même et on aura encore quelques-unes. Cet après-midi, une dizaine de minutes pour des questions très précises. Et vous vous présentez, s'il vous plaît. Oui, madame. Les téléphones, s'il vous plaît. En écoutant vos descriptions à tous, finalement, pourquoi la France et les Européens en général iraient continuer à se mêler de ces conflits en Syrie? Madame, c'est le sujet de la prochaine conférence, de la prochaine table ronde, donc on vous répondra à la prochaine table ronde. Mais c'est parce que je trouvais que c'était intéressant d'avoir les... Oui, mais il y a une table ronde sur les interventions. Oui, madame, au fond, est-ce que vous pourriez lui passer le micro aussi? Ça ne suffit pas. Bon, jeunes gens, allez. Oui. Voilà. Bonjour, merci. Marie-Thérèse Oliver-Saïdi, ma question sera pour Monsieur Leroy concernant le Hezbollah. En fait, le Hezbollah, je pense, est toujours sur la liste, disons, des organisations terroristes pour les États-Unis, dans la mesure où, en fait, il se retrouve pratiquement du même côté contre Daesh. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une évolution ? Par ailleurs, le Hezbollah ayant une action sociale, est-ce que du côté des réfugiés syriens au Liban, disons, il fait quelque chose? Merci. Merci, madame. Oui. Oui, bonjour, Daniel Lago. Je voulais juste poser une question sur les relations qui existent, si elles sont bonnes ou non, entre le Hezbollah et le Hamas. Oui, là, on fera une autre conférence peut-être, pas dans 15 jours, mais dans quelques mois, parce que là, nous dépassons le cadre du sujet du jour, parce que là, c'est autre chose. Oui. Oui, bonjour, Ibrahim Elali. Je vais poser une question qui va sembler comique, mais pourtant, il y a un arrière-fond qui taraude dans l'esprit de toute l'opinion arabe. Est-ce que Daesh aurait des actions dans la grande firme japonaise Toyota? Non, ce que je veux dire, c'est que la question, c'est comment on peut expliquer la vitesse à laquelle Daesh s'est répandu dans tout ce territoire et comment elle s'est internationalisée aussi rapidement, tant en Libye, tant en Yémen, et comment on peut expliquer ça? Parce que ce qui taraude dans l'esprit... Pourquoi Toyota? Mais ce qui explique... Non, bon. Donc, dans l'opinion, ma question c'est est-ce qu'il y a des services secrets ou des États qui sont en appui à Daesh? Voici la question. Merci beaucoup. Dernière question, monsieur. Monsieur, oui. Le micro arrive, monsieur. Oui. Après, monsieur, vous poserez après. Il y a une question là-bas, oui. Tout d'abord, merci beaucoup pour cet exposé, pour ces exposés très intéressants. Je voudrais savoir si en Israël, il y a un discours vis-à-vis de Daesh ou s'il y a une peur qui peut être ressentie vis-à-vis du djihadisme extrême. C'est aussi la prochaine conférence, on l'a dit ce matin. Excusez-moi, c'est pas grave. On a dit qu'on ne parlait pas du conflit israélo-palestinien parce que ça allait occuper tout l'espace. Sans évoquer la Palestine. On ne peut pas parler de tout. Et oui, mais c'est central, nous ferons un autre débat qui sera très central. Oui, monsieur, vous vouliez parler, s'il vous plaît. Bernard Cornu, une question à monsieur Bonnefoy. Dans son discours à la presse hier, le ministre Fabius n'a pas dit un seul mot sur le Yémen et sur la guerre entreprise par l'Arabie Saoudite. Pouvez-vous expliquer pourquoi? Oui, j'arrête les questions et je passe aux réponses. Merci, monsieur. Personne n'a aucune question de s'adresser. Vous voulez que je commence? Ok. Bien. La première question, donc l'évolution des relations entre le Hezbollah et les États-Unis. Alors, les deux acteurs envisagés par la question sont tous les deux assez
dans une position assez inconfortable, puisque quand on regarde une carte des conflictualités de la région, on se rend compte qu'il ne s'agit plus du tout d'une guerre contre le terrorisme, c'est la guerre des terrorismes. Tout le monde est terroriste sur une liste ou une autre. Jabhat al-Nusra, Daesh, les Kurdes, le Hezbollah, enfin tout le monde est blacklisté par les autres. Donc on voit tout de suite le problème que pose la labellisation terroriste déjà en tant qu'outil politique. Je ne vois absolument pas l'ombre d'un début de rapprochement entre le Hezbollah et les États-Unis. D'ailleurs, les États-Unis se sont empressés de dynamiser et de multiplier les sanctions financières contre des assets du Hezbollah présents sur les territoires dans lesquels ils peuvent influer à travers le système bancaire, etc. D'ailleurs, si les États-Unis ont aussi longtemps cherché à affaiblir le régime de Damas, je pense aussi que c'est parce que le Hezbollah fait partie intégrante du problème. Et le Hezbollah est probablement un acteur sous-analysé à l'échelle régionale. C'est le vrai gros problème d'Israël. Et le vrai gros problème d'Israël, c'est donc aussi un vrai gros problème américain, par transitivité. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre vraiment en compte. Et qu'est-ce que j'avais noté aussi du point de vue... si vous voulez un élément de réponse par rapport à Toyota, et ça je pense tenir ce détail-là de Myriam Benrad, qui est aussi une éminente spécialiste de l'Irak, je pense que la Daesh s'est tout simplement fourni en véhicule auprès de forces qui dépendaient de Nouri al-Maliki initialement. Donc ce sont des jeeps piqués au gouvernement de Bagdad, d'où le fait qu'ils soient systématiquement sur ces pick-up Toyota flambant neufs sur leur clip de propagande. Enfin bon, ça c'est anecdotique, quoi. Toyota a répondu très officiellement, il y a une lettre, et on a les numéros de châssis. Il y a plusieurs qui arrivent, plusieurs dizaines d'ailleurs, plusieurs centaines de Turquie financées par Qatar. Il y a l'autre, malheureusement, c'est de la région où j'arrive, c'est de Kurdistan, ça a été acheté aussi. Ok. Donc, on a la lettre et le numéro de châssis, on a tout. Parfait. Bon, vous voulez répondre, monsieur, peut-être? Non, mais sur les raisons du silence français, je pense qu'elle est à peu près similaire à ce qui pourrait être les raisons d'un silence japonais ou autre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des intérêts économiques, aujourd'hui, nos dirigeants perdent de vue des dynamiques aussi sociétales dont a parlé Thierry Coville et vont se concentrer sur la préservation de ces intérêts économiques. Et il est vrai que depuis un certain nombre d'années, on a vu nos gouvernants en France, mais je pense que c'est le cas aussi dans d'autres pays. J'étais assez récemment en Belgique et on se posait des questions équivalentes. Alors nous, avec la fierté qu'on peut avoir, qu'on nous a inculquée de notre industrie de l'armement, on peut rire en se disant les Belges, qu'est-ce qu'ils vendent à l'Arabie Saoudite. Et pourtant, il y a aussi des questions qui partout se posent en Europe, de savoir combien finalement nos intérêts liés aux industries de l'armement nous lient les mains et nous conduisent à finalement privilégier ce type de contrat. Et il est vrai que les considérations humanitaires, quand on parle du Yémen aujourd'hui, l'ONU déclare qu'il y a plus de 4000 civils qui ont été tués depuis fin mars. Et ben, ça pèse pas lourd face à un contrat de 10 milliards d'euros. On peut le déplorer parce qu'il est parfaitement envisageable qu'on peut faire les deux. On peut aussi avoir des contrats. Je souhaiterais que ce ne soit pas d'armement, mais simplement des relations commerciales. Et puis, en même temps, développer un discours qui est peut-être plus critique. D'autant plus que dans la situation saoudienne ou des relations entre l'Arabie saoudite et le Yémen, finalement, être un bon allié de l'Arabie saoudite
ça serait finalement les réorienter leur politique au Yémen, dans le sens où on constate parfaitement que ça produit de l'enlisement, et cet enlisement, alors qu'à l'origine l'offensive avait pour but de relégitimer le nouveau leadership saoudien, risque de produire l'effet inverse. Et donc si on veut réellement aider le gouvernant saoudien, ce qui peut être une politique, ce n'est pas nécessairement la mienne, ou je ne l'approuve pas, mais en l'espèce, si c'est celle des gouvernements occidentaux, eh ben, ils devraient aider justement les Saoudiens à se sortir du bourbier yéménite. Merci, messieurs, pour vos contributions. Je vais laisser la place à la prochaine table ronde. Peut-être on se fait une petite photo ensemble. Ouais. Avec plaisir. Voilà. Voilà.